Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci à vous d'être restés encore un petit peu pour continuer à parler de ces questions sur l'Europe et où va l'Europe. J'en profite d'abord pour remercier l'école Grenoble École de Management pour avoir associé le Club Déméter que je représente ce soir, nous avoir associés à cet événement, à ce festival de géopolitique, et puis d'avoir fait une place aussi aux questions agricoles et alimentaires en Europe et dans le monde. On en discutait encore avec mes collègues de ce panel. Finalement, cette table ronde de fin de journée s'inscrit en parfaite adéquation avec ce qui a été déjà traité auparavant. Alors, quelques mots rapides sur le Club Déméter. Le Club Déméter est un écosystème associatif du secteur agricole et agroalimentaire où, en quelques mots, nous sommes tournés vers les réflexions de long terme, les réflexions stratégiques sur l'agriculture et les questions agroalimentaires. On a chaque année le plaisir de publier cet ouvrage, le Déméter, pardon pour la page de publicité, mais j'en profite un petit peu, un ouvrage de prospective sur les questions agricoles, sur les relations internationales et sur la géopolitique qu'on a le plaisir d'éditer avec l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Alors, cette table ronde, pour finir la journée, elle se situe dans cette question que pose aujourd'hui GEM, qui est celle de l'avenir de l'Europe, des unions européennes. Et on s'est dit que ce serait intéressant de discuter ensemble et d'interroger l'une des plus vieilles politiques européennes, peut-être même la seule politique intégrée, c'est-à-dire la politique agricole commune, et de ce fait d'interroger aussi l'agriculture et l'agroalimentaire en Europe. Alors, quelques mots rapides avant de présenter les panélistes de cette table ronde sur ce qu'est la PAC et ce qu'est la politique agricole aujourd'hui en Europe. Il faut le savoir, et je fais un petit détour par l'histoire, la PAC est née dans un contexte où c'était l'immédiate après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où encore les habitants avaient des cartes de rationnement et les enjeux d'approvisionnement alimentaire étaient vraiment cruciaux. À l'époque, la principale difficulté était de pouvoir subvenir aux besoins des Européens en termes agricoles, en termes de sécurité alimentaire, des questions qui nous semblent loin aujourd'hui, où chacun d'entre nous peut descendre dans la rue ou presque et trouver une épicerie ouverte à toute heure de la nuit. Dans la construction européenne, finalement, les questions agricoles, la construction européenne a vraiment mis au cœur cette question de l'agriculture, de la possibilité d'augmenter la production agricole pour connaître une stabilisation et une sécurité alimentaire. Donc l'agriculture était finalement au cœur du pacte ou du contrat social entre les Européens et l'Europe de l'époque, même s'il a fallu beaucoup de temps pour que les 6 premiers États de cette union se mettent d'accord sur ce que serait la PAC. Alors la politique agricole commune a beaucoup évolué depuis 1962, on va pouvoir en parler avec les 3 experts qui m'accompagnent ce soir. Avant de les présenter, je voudrais rappeler quelques éléments sur la PAC. D'abord vous dire que chaque jour, la PAC coûte à chacun d'entre nous, à chaque citoyen de l'Union européenne, 30 centimes. Donc c'est beaucoup moins qu'un café ou qu'un pain au chocolat, mais c'est ce que représente chaque jour le soutien de l'Union européenne à son agriculture et à cette activité de production, à cette activité économique, à cette activité industrielle qui a pour objectif de subvenir aux besoins alimentaires des Européens. 30 centimes par jour pour à peu près 7 millions aujourd'hui d'exploitants agricoles. Ça représente 60 milliards d'euros, on faisait les calculs encore avec Jean-Marc, ce qui fait à peu près 40% du budget de l'Union européenne. Donc une politique très importante et qui est aujourd'hui à un moment crucial, un moment où on l'interroge, alors même qu'on interroge également l'Union européenne. Alors, aujourd'hui, Jean-Marc Wissou le rappelait quand il parlait du thème choisi pour cette conférence, pour ce festival de géopolitique, c'est la désunion de l'Europe, ou les désunions de l'Europe. Et nous, en fait, ce qu'on voudrait ce soir dans cette table ronde, c'est poser la question de la puissance agricole. De la puissance agricole européenne, voire de son déclin, si on veut être un petit peu provocateur. On va essayer de l'être de manière raisonnable. À un moment, justement, cette Europe agricole, cette puissance agricole, on va essayer de l'interroger à un moment où d'autres puissances, d'autres États à travers le monde, eux, au contraire, ne cessent d'investir cette question agricole, cette question de la production agricole.
Alors pour le faire, je suis très heureux d'accueillir trois experts qui vont chacun, de par leur position, leur affiliation, pouvoir vous donner une lecture assez différente de ce qu'est la politique agricole, de ce qu'est l'agriculture européenne et de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui dans le monde. Je commence à ma gauche par Pascale Giry, qui est directrice des relations institutionnelles du groupe Saint-Louis Sucre, avec laquelle on aura l'occasion de parler de sucre, mais pas que. Et ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche et à ma droite deux membres du comité de rédaction de la publication Le Déméter que le club édite chaque année. Perrine Van den Broek, qui est géographe à l'Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes, et Jean-Marc Chaumet à ma droite, qui est agroéconomiste à l'Institut de l'élevage et spécialiste de la Chine. Avant justement de rentrer plus amplement dans l'Europe et dans sa PAC, je vous rassure que ce ne sera pas un débat technique ou technocratique, on va plutôt essayer de tracer ces grandes questions qui structurent aujourd'hui le débat sur l'agriculture et sur la PAC. Donc je vous le disais, avant de rentrer en Europe, on va faire un détour par la Chine, puisque ce sera le premier élément de notre discussion, mais aussi parce que l'exemple chinois, et Jean-Marc va nous en parler dans quelques instants, l'exemple chinois de son investissement dans les questions agricoles, dans la politique stratégique qu'est l'autosuffisance, ou du moins la production agricole, elle nous enseigne aussi que certains pays ne désarment pas leur politique agricole parce que c'est un enjeu stratégique, nourrir la population, et la mettent même au cœur d'une politique étrangère dont on a déjà parlé au début. Michel Fouché y a fait référence dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie. Les nouvelles routes de la soie sont aussi des nouvelles routes de la soie agricoles. Donc la première question que je vais poser à Jean-Marc, c'est en quelque sorte comment l'agriculture européenne se positionne à la fois face à la demande chinoise, qui est en explosion depuis déjà quelques années, et en même temps face à une politique agricole qui s'affirme de plus en plus et qui doit vraiment sécuriser ses approvisionnements alimentaires. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc avant de parler vraiment de la Chine et l'Europe, je voudrais replacer un peu la puissance agricole européenne dans le monde. Il faut savoir que l'Europe est devenue, ces dernières années, le premier exportateur mondial de produits agricoles et alimentaires devant les États-Unis, avec à peu près 10% de part de marché, quelque chose qui est assez constant. Mais l'Europe fait face à de nombreux concurrents de nombreux pays qui, eux, soutiennent également très fortement leur agriculture. On peut penser aux États-Unis, qui sont donc le deuxième exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires, qui, depuis ces dernières années, augmente constamment ses budgets de Farm Bill, on va dire cycle après cycle. Il y a aussi le Brésil, qui est dont les parts de marché sur le marché international ne cessent de progresser année après année et qui soutient fortement son agriculture, qui a d'ailleurs deux ministères, un ministère du développement rural pour les petites exploitations et un ministère de l'industrie pour l'exportation agroalimentaire. On peut parler aussi de la Russie, qui ces dernières années, suite à l'embargo que le pays a mis en place vis-à-vis des produits agricoles, notamment européens, a redynamisé sa politique agricole et est redevenu notamment autosuffisant dans des produits comme le lait. Et puis, il y a des pays qui importent, comme la Chine, mais qui ont une très forte politique agricole également, puisque pour la Chine, par exemple, l'agriculture, c'est un signe de puissance. Pour que la Chine soit forte, il faut que son agriculture soit forte. C'est un des messages que le gouvernement chinois fait passer à son peuple, mais aussi au monde. Et alors, dans cet exemple de la Chine, comment l'Europe, est-ce que l'Europe arrive à conquérir de nouveaux marchés ? Est-ce que sa part dans le commerce mondial est à 10% depuis plusieurs années, mais est-ce que l'Europe arrive à conquérir de nouveaux marchés, comme le marché chinois qui s'ouvre ? Puisque si la Chine veut avoir une agriculture forte, elle a conscience qu'elle ne peut subvenir à ses besoins alimentaires. Elle n'a pas assez de terre, elle n'a pas assez d'eau, elle a des prix qui sont relativement élevés par rapport aux prix mondiaux, et elle a des problèmes de qualité, de sécurité sanitaire. Donc la Chine s'ouvre de plus en plus, et c'est un marché à conquérir. Comment l'Europe arrive à conquérir ce marché ? Eh bien, elle arrive plutôt bien, puisque la part de marché de l'Europe dans les importations chinoises a doublé ces dernières années, en une quinzaine d'années. La part de l'Europe sur le marché chinois a doublé. Donc l'Europe arrive à conquérir des marchés. On exporte surtout des produits laitiers, des céréales, de la viande en Chine. Et donc on arrive à conquérir des parts de marché. Mais une interrogation quand même,
Et je vais prendre l'exemple du lait, c'est est-ce que l'Europe a, la PAC, l'Europe a les bons outils pour conquérir des marchés. Je vais prendre l'exemple de la crise laitière qui a eu lieu, je ne sais pas si vous le savez, depuis 2014. Il y a eu une crise dans le secteur laitier en Europe relativement importante, due à une conjonction de facteurs. Il y a eu la sortie des quotas laitiers. En 2015, les quotas laitiers ont été abolis et donc il n'y a plus eu de limite à la production laitière en Europe. Certains pays ont même commencé à produire plus avant, dès 2014. Et il y a eu une conjonction de facteurs, comme par exemple l'embargo russe. La Russie, suite à un différend sur la politique sur la Crimée, a mis un embargo sur les produits, notamment les produits laitiers européens. Et dans le même temps, la Chine a freiné ses importations pour des raisons internes. Bon, la consommation a baissé, la production a augmenté, ils avaient beaucoup de stocks, ils ont freiné. Donc on a eu... Et l'Europe a une place très importante sur le marché des produits laitiers mondiaux, puisque l'Europe est le deuxième exportateur mondial de produits laitiers. Donc l'Europe a un rôle très important. L'Europe a augmenté sa production à un moment donné où l'offre baissait. Et le problème, c'est que la stabilisation des marchés, qui est un des objectifs de la PAC, n'est plus vraiment au cœur de la PAC. C'est-à-dire qu'on a oublié les prix garantis. La PAC est sortie des prix garantis. Il n'y a plus de prix minimum, il n'y a plus de droits de douane élevés, ça c'était des réformes anciennes, je ne vais pas y revenir. Donc il y a un marché de plus en plus libre, mais lorsqu'il y a un problème, avec comme une forte baisse des prix, eh bien, les agriculteurs européens se retrouvent totalement démunis. Il y a bien des aides directes qui sont un filet de sécurité, mais qui ne sont pas des soutiens aux revenus. Les États-Unis mettent en place des aides qui permettent de soutenir les revenus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont des aides qui varient d'année en année en fonction des prix sur le marché. L'Europe ne fait pas ça, à tort ou à raison, on pourra en débattre, mais ce qui fait que les agriculteurs européens se retrouvent relativement démunis et que cette baisse des prix qui a entamé le revenu des agriculteurs entame également le potentiel laitier européen, puisque la production, notamment, la hausse de la production a été freinée, voire même a un peu diminué l'année dernière. Il y a aussi eu, européen, non, ça a été freiné. Il y a aussi eu des problèmes climatiques. Donc voilà, est-ce que l'Europe a vraiment encore des outils pour garantir sa place sur le marché international quand on voit les effets de la crise laitière et étant donné la place de l'Europe sur le marché international, notamment le marché international du lait? Et la dernière chose que je voulais aborder, toujours en lien avec la Chine, c'est que donc, la Chine cherche à importer plus, mais la Chine cherche à sécuriser ses approvisionnements. Et donc, elle cherche à contrôler ses importations. C'est-à-dire, oui, elle veut importer plus, mais pas n'importe comment et pas de n'importe qui. Donc, les routes de la soie, Mathieu l'a évoqué, il y a aussi des routes de la soie agricole. Et les routes de la soie agricole, ce sont notamment des investissements dans les pays étrangers pour sécuriser les approvisionnements. On va importer plus, mais on va importer d'entreprises chinoises. On va importer de fermes qui appartiennent à des Chinois. On va importer par des traders qui appartiennent à des Chinois. Donc il y a une volonté de sécuriser ces approvisionnements. Et où se place l'Europe vis-à-vis de cette politique chinoise? La Chine a acheté des milliers d'hectares en Nouvelle-Zélande, en Australie. La Chine a acheté le premier producteur de porc aux États-Unis. Que se passe-t-il en Europe? On a vu qu'il y a des investissements, si vous l'avez suivi, chez Sinutra, qui n'ont pas forcément bien marché en France. Il y a aussi des investissements, et les investissements ont également lieu en Irlande, au Danemark, aux Pays-Bas, en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc il y a des investissements un peu partout. Et certes, on va peut-être plus exporter vers la Chine, mais est-ce qu'on aura le contrôle des exportations? Et est-ce que la valeur ajoutée restera en Europe? Le cas de Sinutra est intéressant. Pour faire court, Sinutra achetait du lait chez Sodial, qui est une coopérative française, le transformait et le revendait en Chine. Ce qui veut dire que toute la valeur ajoutée était du côté chinois, pas du côté français dans ce cas-là. Il y a d'autres exemples où la valeur ajoutée était du côté français ou européen. Mais voilà, la volonté des Chinois, c'est de maîtriser leur approvisionnement, d'investir et de capter le plus la valeur ajoutée. Pour l'instant, l'Union européenne est loin des cas qu'on peut citer comme l'Asie du Sud-Est, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou même les États-Unis. Mais quid de l'avenir et quid de la politique européenne dans ce cas-là? Merci Jean-Marc. Alors, je retiens de ton intervention plusieurs points. Un message important
un message qu'on véhicule en plus assez souvent au sein de Déméter, c'est celui que l'agriculture est un signe de puissance, l'a toujours été, des empires se sont effondrés parce qu'ils n'arrivaient plus à alimenter leur population, un signe de puissance, un vecteur de stabilité, qui est essentiel. On connaît encore les crises qui éclatent lorsque la paysannerie est délaissée, lorsque les gens n'ont plus suffisamment à manger. Je retiens aussi un élément important, et tu l'as rappelé sur la Chine, le fait que ces grandes puissances aujourd'hui sécurisent leurs approvisionnements, mais surtout investissent massivement dans leur agriculture et dans l'agriculture au travers du monde. Tu as parlé de l'exemple chinois. Encore tout à l'heure, on a aussi abordé la question de la Russie et de l'embargo que l'Union européenne a posé sur la Russie avec les sanctions. Finalement, avant, cette région, la Russie en particulier, était pour l'agriculture française un débouché. Et puis, comme on le dit dans le Déméter, finalement, cette région qui était un débouché est devenue un concurrent sur les marchés internationaux. Alors, effectivement, on parle souvent de ces produits qui sont phares, les céréales, bien entendu, le blé en particulier, parce que le blé est important pour nourrir la population dans de nombreuses régions du monde. Mais on parle un petit peu moins souvent de cette denrée stratégique dont Pascal Géry va nous parler, qui est le sucre, puisque une denrée stratégique, quand on voit aussi l'augmentation de la consommation au niveau mondial, avec les changements des modes de vie, cette classe moyenne qui consomme de plus en plus de sucre. Alors finalement, si on parlait de la ferme Europe, comment est-ce qu'elle se positionne dans ce marché du sucre face à des concurrents et à un marché qui est extrêmement concurrentiel? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas vous assommer de chiffres à cette heure avancée, ce serait suicidaire. Mais je vais quand même essayer de vous donner quelques repères avant de parler de la place de l'Europe, un peu comme l'a fait Jean-Marc. Je vais commencer par vous parler de la France. La France produit 6 millions de tonnes de sucre, de betterave. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est plus que l'Australie, par exemple, pour vous donner un repère. Donc en France, on produit principalement du sucre de betterave et il est produit dans la région qui entoure Paris. Donc c'est un produit local. Voilà. Donc ça, c'est pour la France. Au niveau de l'Union européenne, on produit 20 millions de tonnes. Les deux principaux pays producteurs, c'est la France et l'Allemagne, qui produisent à peu près la moitié de la production européenne à eux deux. Et pour vous donner une idée à l'échelle mondiale, les ordres de grandeur pour la production et pour la consommation, c'est à peu près 180 millions de tonnes. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique que tu soulignais, Mathieu. C'est un marché qui est en croissance au niveau mondial, de à peu près 3 millions de tonnes par an, donc c'est un pourcentage à peu près d'1,5-2% par an. Et sous l'effet, évidemment, de la démographie, c'est le premier facteur d'augmentation, et de l'élévation du niveau de vie. Alors évidemment, avec des disparités fortes, évidemment, dans nos pays développés, en particulier en Europe, en France, la consommation ne progresse plus depuis très longtemps. En revanche, évidemment, dans les pays émergents, les pays en voie de développement, la consommation augmente fortement. Je vais quand même vous parler de des grands acteurs, comme l'a fait Jean-Marc, dans les grands acteurs mondiaux du sucre. Le principal producteur de sucre dans le monde, c'est le Brésil. De très loin, il produit à peu près le quart de la production mondiale et il réalise la moitié des échanges. C'est important parce que ça veut dire que c'est vraiment lui qui fixe les prix sur le marché mondial. Quand vous représentez la moitié d'un marché, vous fixez les prix. Je vais y revenir. L'Inde est le premier consommateur. C'est le deuxième producteur, mais c'est le premier consommateur avec une démographie importante, vous le savez. Et l'Inde s'est mise à produire beaucoup. Ça aussi, je vais y revenir. L'Inde produit aujourd'hui plus de 30 millions de tonnes. Donc vous voyez, c'est plus que l'Europe. Alors juste pour illustrer les dynamiques, il y a une quinzaine d'années, le Brésil, l'Inde et l'Union européenne produisaient tous à peu près 20 millions de tonnes. Donc vous voyez que le Brésil a doublé sa production, l'Inde a ajouté 10 millions de tonnes. Donc les autres progressent. Et puis deux exportateurs importants, parce que j'aurai l'occasion d'en reparler aussi, c'est l'Australie. Donc je l'ai mentionné, c'est un producteur moins important que la France, mais un très gros exportateur, puisqu'il exporte l'essentiel de sa production, et la Thaïlande, qui a aussi développé beaucoup sa production. Alors, la ferme Europe, dans ce marché, comment se comporte-t-elle? Alors, elle a été, pendant assez longtemps, du fait des quotas,
limité dans ses exportations. Alors, il nous est arrivé en 2017, ce qui est arrivé au secteur du lait en 2015, c'est la fin des quotas, la libéralisation du secteur. Donc ça, évidemment, c'est une source d'opportunité. Ça veut dire plus de concurrence, à la fois vis-à-vis de l'extérieur et aussi au sein de l'Union européenne. Donc ça suppose de renforcer la compétitivité. Ce qui a été fait par le secteur européen en général, qui a cherché, pour être plus compétitif, à saturer les outils de production, à des usines qui sont... Alors, je rentre un petit peu dans la technique, mais c'est des choses que, en général, le public connaît mal. On a des usines qui sont importantes, tout simplement parce qu'on transforme des betteraves en sucre et que, pour vous donner une idée, on traite un volume de betterave qui est à peu près 7 fois supérieur au volume du sucre produit. Donc, c'est des gros outils qui demandent des gros investissements. Donc, pour être compétitif sur un marché aussi disputé que le nôtre, il faut évidemment que les usines tournent à pleine capacité. Donc c'est ce qui explique que dans la perspective de la fin des quotas, l'Union européenne a augmenté sa production pour être compétitive à la fois sur son marché intérieur et sur son marché extérieur. Et puis les choses, un petit peu comme ce que décrivait Jean-Marc Chaumet pour le lait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, donc la libéralisation s'est intervenue le 1er octobre 2017, et à ce moment-là, ça a coïncidé avec une campagne record dans beaucoup de pays dans le monde, une surproduction au niveau mondial très importante et un effondrement des prix. Mais au-delà du caractère peut-être un peu exceptionnel de ces récoltes, on s'est trouvé aussi confronté à comme on le disait précédemment, à des pays qui ont décidé de soutenir leur secteur sucre de manière relativement massive et donc d'avoir un effet distorsif sur le marché mondial. On peut parler du cas de l'Inde, qui a décidé de fixer, en fait, d'obliger les sucreries indiennes à payer un prix de la canne très important pour augmenter le revenu des planteurs de canne. Enfin, ça, on peut le concevoir. La difficulté, c'est que l'Inde étant devenue très excédentaire, elle écoule ses quantités sur le marché mondial et que ça vient évidemment déprimer fortement les cours mondiaux. Et ça pose la question des conditions de concurrence qui doivent être équitables. Et alors, il y a des règles, je pense qu'un certain nombre d'entre vous les connaissent. On a une organisation mondiale du commerce qui régit le commerce international avec des règles, et on n'a pas le droit de donner des subventions, on doit suivre des règles particulières, de même pour les subventions aux exportations. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de pays qui ne suivent pas ces règles. Et d'ailleurs, l'Australie et le Brésil viennent de déposer des demandes de consultation auprès de l'Inde pour essayer de faire cesser ces pratiques qui sont dommageables pour l'ensemble des producteurs compétitifs. Et le problème que ça nous pose, c'est que ça rejaillit également sur le marché intérieur. Donc c'est un problème donc pour l'Europe qu'elle doit résoudre. Et on aimerait que l'Union européenne soit un petit peu plus offensive, comme par exemple l'Australie et le Brésil, qui n'hésitent pas à saisir l'OMC quand des distorsions importantes se font jour. Alors, merci beaucoup Pascal Giry. Donc effectivement, ce que vous soulevez et qui s'inscrit assez bien dans les propos de Jean-Marc Chaumet sur le lait, cette fois-ci sur le sucre, c'est la question des outils, des instruments d'action publique dont dispose l'Union européenne, dont disposent les gouvernements et qui sont mis à la disposition ou qui sont utilisés pour soutenir les producteurs européens. Est-ce que ce sont des bons outils à la fois pour exporter, mais aussi pour produire, puisque finalement se pose la question avec la fin des quotas. Il faut le savoir, la PAC a beaucoup changé depuis 1962 en termes d'instruments, en termes de budget, avec l'élargissement bien entendu de la communauté européenne puis de l'Union européenne. Mais la question que je voudrais poser à Perrine van den Broek, c'est finalement comment est-ce que s'articule cette politique ou ces politiques agricoles européennes vis-à-vis de ces stratégies très offensives qu'on voit ici en Inde, ici en Chine ou là-bas au Brésil, et cette politique finalement, où est-ce qu'on en est des objectifs en gros qu'on s'était fixés en 1962 au début de la PAC? Alors, effectivement, là, si on repart à 1962, on part de loin. Quelques éléments de cadrage sur la politique agricole commune aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ?
Vous connaissez sans doute les deux piliers de cette politique agricole commune. Un premier pilier qui représente une grande partie du budget, de l'ordre de 80% du budget de l'Union européenne est consacré au premier pilier. Un premier pilier qui est consacré d'une part à des aides découplées, qui sont des aides directes que les producteurs perçoivent, aides découplées en partie verdies, c'est-à-dire soumises au respect d'un cahier des charges en termes de conditions de culture, de maintien d'un certain nombre de surfaces d'intérêt écologique, etc. Une petite partie aussi de ce premier pilier est consacrée à des aides qui restent couplées, c'est-à-dire qui continuent à soutenir un marché. Alors, je vais prendre un exemple, les protéines végétales. Un enjeu stratégique aujourd'hui pour l'Union européenne qui est de reconquérir en fait sa force de production en protéines végétales qu'elle avait un petit peu laissée aux États-Unis pendant toute une période dans le cadre d'un compromis politique, on va dire. Donc voilà, ces aides couplées, elles vont aller au soutien pour produire des protéines végétales. Et puis quelques mesures d'intervention sur les marchés, mais de moins en moins. Voilà, et ça n'a pas cessé de diminuer. Et puis ensuite, il y a un deuxième pilier qui est cofinancé. Alors le premier pilier, il est entièrement financé par l'Europe. Et puis un deuxième pilier qui est cofinancé par les États, par les régions, par les départements, par les territoires, qui va être consacré à la modernisation de l'agriculture. Donc là, on va avoir du budget pour de l'investissement dans les structures agricoles. Et aussi pour soutien aux jeunes agriculteurs, par exemple. Les mesures agro-environnementales, donc tout un budget consacré à la question de l'adaptation des systèmes à des problématiques environnementales et au changement climatique. Et puis, un dernier aspect sur le développement des territoires, et qui, à travers notamment des programmes que vous connaissez peut-être, comme le programme LEADER, qui va s'inscrire dans le développement des territoires. Voilà, petit élément de cadrage pour situer le paysage. Cette politique agricole, elle vient d'où ? Alors, on est loin des objectifs de la toute première PAC, et il y a eu une période de virage qui a été centrale, c'est 1992. Et ce virage, c'est une profonde requalification. Enfin voilà, on va retenir la date charnière de 1992 et on s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de transformation de la PAC qui est dans la continuité en fait de ce qui s'est joué en 92. Virage qui s'est joué sur les enjeux d'un compromis externe, d'accords multilatéraux négociés au sein du GATT qui est ensuite devenu de l'OMC. Et dans un contexte où il y avait deux grandes puissances agricoles, principalement, qui étaient les États-Unis et l'Union européenne. Donc ça, c'est le contexte des années 80. Puis ça s'est négocié aussi dans un compromis interne au sein de l'Union européenne de vouloir qu'il y ait une stabilité du budget consacré à la politique agricole. Ça, c'était un argument fort et essentiel. Et puis, d'intérêts divergents aussi entre les États membres par rapport à l'enjeu d'avoir une politique agricole. Il y avait des perdants, des gagnants. Tout le monde ne s'y retrouvait pas complètement. Donc la France a toujours été dans une position assez offensive de souhaiter une politique agricole forte parce qu'elle a des intérêts forts. C'est 18% de la valeur ajoutée agricole européenne, donc c'est quand même conséquent. Mais c'est une politique qui est le fruit aussi d'un compromis entre tous les États membres et entre des intérêts divergents. Alors c'est un compromis entre les États membres, c'est un compromis au sein du Parlement européen entre des partis politiques qui n'ont pas les mêmes projets agricoles, et c'est un compromis aussi entre les intérêts qui vont venir s'exprimer à Bruxelles, intérêts privés et aussi intérêts représentés par les ONG sur, par exemple, les problématiques environnementales, les problématiques de développement rural, et ainsi de suite. Donc, fruit de ce compromis, la politique agricole, elle s'inscrit aujourd'hui dans la prochaine réforme, si on peut parler. Donc là, on est en cours de négociation de la politique agricole qui va se jouer sur la période après 2020. Alors le après 2020, on ne sait pas exactement si ce sera 2020
On s'oriente plutôt vers quelque chose qui démarre plutôt significativement en 2021 ou 2022. Et cette négociation, la Commission européenne a proposé un texte soumis à la discussion le 1er juin 2018. Les éléments de ce texte, c'est que d'abord, on s'inscrit dans la continuité des précédentes réformes, avec un enjeu de convergence des soutiens qui était un enjeu fort du point de vue de l'équité de la répartition de du budget de cette politique entre les États membres, mais aussi un enjeu d'équité entre les agriculteurs au sein même des États membres, et en particulier en France. C'était un enjeu. Et le deuxième élément, c'est, à travers la politique agricole, de rémunérer aussi et de renforcer cette dimension de tous les biens publics non marchands, c'est-à-dire de rester sur une politique qui est peu interventionniste sur les marchés et qui va plutôt prendre en charge ce qui n'est pas pris en charge par les marchés, donc les questions d'environnement, de paysage et de changement climatique, puisque ça s'inscrit aussi dans ces enjeux stratégiques-là. L'autre élément contextuel très fort, c'est la baisse budgétaire. Alors le Brexit fait partie des éléments qui l'expliquent, mais il y a aussi d'autres priorités qui s'affirment, notamment la sécurité et l'immigration, et ça fait partie de ce contexte actuel. Donc la négociation en cours, elle se place là-dedans, avec aussi volonté pour la Commission européenne à ce moment-là, de se dire on va essayer de négocier la réforme avant les prochaines élections. Bon, là c'est un peu fini, je crois que cette ambition ne va pas pouvoir se réaliser. Et donc, avec cette ambition d'aller vite dans la négociation, le choix qui était fait, c'est de se dire on part sur un petit dénominateur commun et on laisse beaucoup de marge de manœuvre aux différents États membres sur la modulation, l'adaptation de cette politique européenne dans leurs propres États membres et par rapport à leur propre stratégie. Alors, quelques questions, enfin 3 questions par rapport à ça que moi je me pose aujourd'hui. Premièrement, on consacre une grande partie de notre budget à des aides directes découplées. Et la question que je me pose, c'est quelle est l'efficacité d'une telle mesure de politique publique par rapport aux objectifs qu'on peut se donner, que ce soit des objectifs en termes d'emploi et de développement des territoires. Hein. On est sur des aides couplées qui sont couplées aux hectares et qui ne sont pas couplées à l'emploi. Donc ça peut être une première question, mais aussi en termes d'environnement. Par rapport à un certain nombre d'enjeux environnementaux, en fait, les résultats sont très mitigés de cette politique, et aussi d'un point de vue économique. C'est-à-dire que, en fait, ça ne participe pas à l'amélioration de stratégies performantes, offensives dans les filières. Et c'est pas ça non plus qui va permettre de prendre en charge ce dont Jean-Marc a parlé, qui est le risque marché, c'est-à-dire comment les agriculteurs sont confrontés à cette volatilité des prix sur les marchés. Donc ça, c'est un premier élément de questionnement. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte international qui a changé. Les 2 interlocuteurs précédents l'ont dit. D'abord, il y a plus de grandes puissances agricoles. En fait, c'est le principal élément, et plus de grandes puissances qui investissent toutes dans leur agriculture. Les accords multilatéraux patinent. On est dans des contextes de négociation d'accords bilatéraux comme l'accord transatlantique, dans lequel il y a une vraie vigilance à avoir sur comment les intérêts agricoles sont pris en considération au regard d'intérêts dans d'autres secteurs des services ou de l'industrie. Donc ça, c'est un premier élément. C'est donc du coup, quelle est l'ambition européenne et l'ambition agricole européenne dans ce contexte international qui change ? Et quelque part, est-ce que garder le même logiciel que celui qu'on a depuis 1992, ça reste pertinent par rapport à ce contexte-là ? Et enfin, le risque qui est lié à
un petit dénominateur commun européen et une forte décentralisation ou renationalisation des stratégies agricoles européennes. Et je pense que mes collègues ont des choses à dire sur le sujet. Merci Perrine d'avoir posé les questions, c'est très bien. On verra si dans la discussion on peut aussi avoir des réponses à apporter sur ces trois éléments. Ce que je retiens de ton intervention, Perrine, c'est plusieurs choses. La première, c'est que depuis 1962, on a une Europe qui a été pacifiée. Et je pense que la production agricole, la sécurité alimentaire a aussi joué dans cet état de paix et de stabilité. L'autre chose que je retiens et que je vous invite à retenir, c'est que aujourd'hui, dans le contexte international et dans le contexte européen de cette fabrique en cours de la PAC, on est dans un cadre politique qui finalement, si on était dans un cadre où l'objectif était d'être compétitif, d'être offensif, d'avoir une politique offensive sur les marchés internationaux et sur le marché européen, cela requiert de l'interventionnisme. Or, si on prend, pardon de vous abreuver de chiffres, mais aujourd'hui, je vous ai dit 30 centimes par citoyen européen pour la PAC chaque jour, c'est à peu près 190 € par an. Pour chaque citoyen, ce sont les chiffres du ministère de l'Agriculture. Alors c'est 190 € en Europe, mais c'est par contre 390 aux États-Unis, beaucoup plus en Suisse, mais la Suisse est un pays assez différent. Donc d'autres pays, eux, investissent, soutiennent leur agriculture. Alors je voudrais que dans les quelques minutes qui nous restent, on fasse un petit pas de côté, ou plutôt un petit pas à l'intérieur de l'Union européenne, et qu'on change d'échelle. Après ces stratégies offensives, parce qu'on vous a présenté une image assez lissée de ce qu'est l'agriculture européenne, mais dans le contexte que tu as décrit, Perrine, on est aussi dans une situation de concurrence en interne, avec des agriculteurs et des agricultures qui sont extrêmement plurielles dans une Europe à 28 pour l'instant, à 27 peut-être dans quelques mois ou semaines, mais il y a aussi de la concurrence à l'intérieur de l'Europe. Jean-Marc, peut-être quelques éléments sur le lait et la viande assez rapidement, s'il te plaît. Oui, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de l'Union européenne comme d'un tout. Il faut savoir que les agricultures européennes sont très différentes et qu'il y a une concurrence très forte au sein de l'Union européenne. Il y a déjà des visions très différentes de l'agriculture et de l'alimentation en Europe. Alors, après, très schématique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les pays du Nord ont une vision de l'alimentation, c'est vrai, très centrée sur les aspects sanitaires, nutritionnels. Au Sud, on est plus sur des aspects gustatifs, culturels, un peu plaisir. Mais il y a aussi une très forte différence en économie agricole. C'est que les pays du Nord ont une tradition commerçante, libérale. Pour ces pays, l'agriculture est un secteur comme un autre. Les produits agricoles sont des produits sur le marché, ils doivent trouver leur place, et les exploitations agricoles sont des entreprises. Au Sud, on a plus une vision de l'agriculture comme un secteur à part, très lié au terroir, et qui produit des biens essentiels, dans l'alimentation, des biens à la vie. Le débat n'est pas nouveau, mais voilà, il est géographiquement un peu scindé au sein de l'Union européenne. Et on a enfin les nouveaux entrants qui, eux, cherchent à essayer d'avoir des aides à peu près équivalentes aux pays de l'Ouest. Donc, essayer de rattraper rapidement leur niveau d'aide pour être à peu près au niveau des pays de l'Ouest. Donc, on a déjà des visions assez différentes de l'agriculture. Ensuite, on a, de manière, je dirais, structurelle, des politiques qui peuvent être relativement différentes, puisqu'il n'y a pas d'harmonisation européenne au niveau fiscal et au niveau droit social. De fait. Et les salaires moyens peuvent varier de 1 à 10 entre certains pays européens. En plus, on a, ces dernières années, ça a été dit, une politique européenne qui laisse de plus en plus de marge aux pays. Il y a de plus en plus de cofinancement, donc les pays financent ou ne financent pas. Il y a de plus en plus de volets optionnels, on prend ou on ne prend pas, et ce qui fait qu'on a de plus en plus une PAC à la carte, une politique agricole à la carte. Et même certains diront une politique agricole de moins en moins commune, mais de plus en plus concurrentielle. Je vais prendre 2 exemples. Sur la volaille, le poulet, la France était premier producteur en Europe de poulet. Maintenant, c'est la Pologne. La Pologne a été multipliée sa production par 3, et la Pologne est maintenant premier producteur de poulet en Europe et exporte en France.
la Pologne augmente très fortement ces dernières années sa production de viande bovine et l'exporte dans différents pays, notamment l'Italie, et concurrence notamment les exportations françaises de viande bovine vers l'Italie. Donc il y a une concurrence très forte au sein de l'Union européenne avec des pays qui ont donc des agricultures différentes. Et ça, c'est encore en respectant les règles. Je vais prendre un dernier exemple, qui sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui sont un très gros producteur laitier en Europe, qui sont surtout un très gros exportateur de produits laitiers, et qui les éleveurs laitiers néerlandais n'ont pas, pendant plusieurs années, respecté une directive européenne qui est la directive nitrate, qui visait à limiter, pour être simple, les déjections et les pollutions des sols par les nitrates, et ont continué à produire, à augmenter la production, alors qu'ils dépassaient déjà les seuils fixés par la réglementation européenne. Bon, ils ont été pris par la patrouille, donc maintenant ils sont obligés de respecter les normes et leur production est en baisse, mais tout ça pour essayer de concurrencer notamment les autres pays. Donc on voit que chaque pays a des stratégies, je dirais, différentes. Ça a été dit aussi sur la PAC, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui veulent moins de PAC, il y a des pays qui veulent plus de PAC, ou au moins autant de PAC, et des pays qui veulent une PAC à la carte, et des pays qui veulent une PAC plutôt commune. Et donc la dernière chose, la dernière proposition donc, de la Commission laisse encore beaucoup plus de marge aux pays. C'est-à-dire que la dernière proposition fixe des objectifs et à chaque pays de proposer des plans, des moyens pour arriver aux objectifs. Et avec encore plus de volets optionnels, notamment sur l'environnement, ce qui fait craindre à certains que certains pays vont essayer de gagner en compétitivité en ayant recours à un moins 10 ans environnemental pour essayer de gagner des parts de marché. Donc on peut, au sein même de l'Europe, est-ce qu'on joue assez collectif? Est-ce qu'il y a une vision commune de l'Europe? Et est-ce que certaines agricultures ne vont pas gagner et d'autres perdre? Lorsqu'on dit que l'Europe exporte plus, oui, mais qui au sein de l'Europe exporte plus et qui exporte moins? Pascal, avant de te passer la parole, j'aime bien cette idée que tu développes, Jean-Marc, d'une PAC, une politique agricole commune qui est de moins en moins commune et qui est au contraire de plus en plus concurrentielle et qui, en tout cas ce qu'il a l'air de se dessiner ou de se tracer pour l'avenir, va plutôt être une PAC qui va être basée sur les résultats, hein, avec une approche qui est vraiment orientée vers ces résultats, à la différence d'une PAC qui était sur des objectifs peut-être par le passé. Pascal, peut-être quelques mots sur la filière du sucre en Europe et cette concurrence intra-européenne? Oui, mais je vais aller effectivement dans le même sens que Jean-Marc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Pour la fin des quotas, alors je ne vous l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais dans le secteur du sucre, on avait des quotas donc, qui étaient une limite, une quantité de production pour laquelle on bénéficiait d'un prix garanti, mais ça c'était il y a déjà assez longtemps, c'était déjà réformé plusieurs fois. De fait, la fin des quotas signifie liberté de produire, liberté d'exporter et donc concurrence accrue, comme je vous l'expliquais, y compris sur le marché intérieur. Et donc dans un contexte comme celui-là, on est en droit de s'attendre à ce qu'effectivement les États membres les plus compétitifs évidemment, puissent se développer davantage que d'autres. Et puis, on a découvert, dans la PAC actuelle, quand elle est rentrée en vigueur en 2014, qu'il y avait des petites lignes qui disaient, par exemple, que sur l'enveloppe dont parlait Perrine tout à l'heure, un État membre pouvait en prendre une partie, 13,5%, c'était quand même pas négligeable, de son enveloppe nationale, pour donner une aide couplée. Alors, tout à l'heure, on vous a parlé d'aide à l'hectare. L'aide couplée, c'est très différent. C'est une aide qui est donnée à une culture en particulier, ou à un élevage d'ailleurs, pour soutenir une production, un produit en particulier. C'est autorisé par l'OMC dans des limites très raisonnables, vous l'imaginez, de façon à ne pas être un facteur de distorsion sur le marché mondial. Et donc, on s'est aperçu, comme ça, que en 2015-2016, 10 États membres, il n'y a pas 27 États membres qui produisent du sucre, il y en a un petit peu moins, donc 10 États membres, et maintenant 11 d'ailleurs, c'est énorme, qui donnent ces aides couplées à la betterave. La France n'en donne pas. Et moi, j'avais fait des calculs en 2014, par exemple, si on prend l'exemple de la Pologne, l'aide que donnait la Pologne à l'hectare, ça équivalait à 40 € à la tonne de sucre. Les prix du sucre aujourd'hui, c'est public, hein, puisqu'il y a un observatoire européen
qui est géré par la Commission européenne. Donc c'est tout à fait, c'est disponible en ligne, vous pouvez le consulter. Les prix sont à peine à 300 €. Donc vous voyez que 40 € sur 300, c'est quand même une aide tout à fait importante. Donc je parlais tout à l'heure de distorsions à l'export. Il y a aussi des distorsions, enfin l'export pays tiers, hors de l'Union européenne. Il y a aussi des distorsions au sein de l'Union européenne. Et effectivement, comme l'ont dit les orateurs précédents, ce qui nous inquiète, c'est le projet de la future PAC, parce que la PAC, c'est une programmation pluriannuelle. Donc la prochaine PAC sera à partir de 2021-22, on ne sait pas trop, pour les 7 années suivantes. Et le projet que la Commission a mis sur la table pour le moment consiste effectivement à des plans nationaux qui seront peut-être même déclinés en plans régionaux, parce qu'il y a un certain nombre d'États membres en Europe qui sont constitués de régions qui ont une large autonomie. Et que ça va... le problème, si vous voulez, d'avoir des politiques qui sont assez différentes d'un État membre à l'autre, voire même au sein d'un même État membre, le problème, c'est qu'on est quand même sur un marché unique, et qu'à la fin, les produits sont tous vendus sur le même marché. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement dangereux. Et pour conclure là, mon propos, je reviendrai sur ce qu'a dit Jean-Marc, je suis tout à fait d'accord, c'est que la politique agricole commune, le C, a son importance. Et que si on ne respecte pas il faut avoir des règles communes, sinon on ne peut pas fonctionner sur un marché unique, c'est pas possible. Je pense que toute notre discussion prend du sens quand on regarde le titre aussi de ce festival de géopolitique, qui est la question de la désunion européenne. Malgré notre message un peu pessimiste, il faut quand même rester optimiste sur l'agriculture européenne, qui a de très forts atouts. Hein. Mais cette incertitude, elle se déroule finalement jusqu'aux opérateurs économiques, jusqu'aux agriculteurs et jusqu'à l'industrie. Alors, avant de donner la parole à l'audience et aux participants du festival, je voudrais faire un dernier détour par une incertitude dont il a déjà été question dans la table ronde précédente. C'est celle du Brexit, un sujet brûlant. On en a bien discuté avec des avis extrêmement différents dans la table ronde précédente. Il a moins été question d'agriculture et d'agroalimentaire, de sécurité alimentaire, mais c'est un sujet dans lequel on a beaucoup d'incertitudes, que ce soit du côté britannique ou du côté européen, sur ce que va générer, ce que va donner les issues d'un Brexit soft, d'un Brexit hard sur l'agriculture. C'est un sujet qui est sur toutes les lèvres. Alors peut-être en quelques mots, Pascal Giry, sur le cas du sucre et de ce Brexit, quelques idées à partager. Oui, je vais essayer d'être brève. Effectivement, donc pour le secteur sucre, les exportations des 27 vers le Royaume-Uni, c'est l'équivalent de la production d'une ou deux sucreries. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Combien est-ce qu'il y a de sucreries en France ? En France, il y en a 25. Donc c'est quelque chose d'important, et effectivement nous on sera vigilants à pouvoir dans le cadre de la relation future, si le Royaume-Uni sort, pouvoir conserver ces courants d'exportation, parce que ça représente des emplois chez nous bien sûr. On sera aussi vigilants, ça a été évoqué tout à l'heure en introduction, à ce que là aussi les règles de concurrence avec un Royaume-Uni qui serait à l'extérieur de l'Union européenne que la concurrence soit la plus loyale possible. En tout cas, ce qui ressort aussi comme autre avis sur la question de la négociation de la prochaine PAC, c'est qu'en fait, le départ du Royaume-Uni pourrait faciliter les négociations et accélérer le processus. Merci Perrine. Alors avant de donner la parole, vous avez pensé que je dis ça à chaque fois, hein, mais cette fois-ci je suis sérieux pour conclure cette première session de discussion de cette table ronde. On a commencé à l'aborder, la question de la PAC de demain. Il faudrait peut-être rappeler, et Perrine l'a fait dans son propos il y a quelques instants, sur le fait que finalement aujourd'hui on peut se poser des questions sur l'ambition européenne vis-à-vis de son agriculture et vis-à-vis de sa sécurité alimentaire à un moment où les enjeux semblent être ailleurs.
On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, on en reparlera pendant tout ce festival, la politique migratoire, la politique de lutte contre le terrorisme, d'autres politiques sur les enjeux énergétiques, climatiques. Finalement, la PAC est de moins en moins une politique commune, ça on l'a bien dit, mais de moins en moins une PAC agricole. Elle est peut-être une PAC alimentaire, elle est peut-être aussi une PAC énergétique, une PAC sur le climat. Dans l'ensemble de cette stratégie 2020, c'est aussi une politique à part entière dans la question sociale et dans la question de la cohésion des territoires. Donc on est aussi à un moment charnière dans cette PAC de demain, où on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'efforts à rattraper, et où finalement la question agricole, la question alimentaire semble se diffuser dans un ensemble d'autres politiques à un moment où, je le répète, d'autres États, d'autres puissances, comme la Chine, et Jean-Marc Chaumet l'a rappelé, ont une très forte puissance, une très forte politique agricole. Donc cette fois-ci, je suis sérieux, je laisse la parole à... alors on va prendre plusieurs séries de questions, on va prendre 3-4 questions, et ensuite les experts nous répondront. Allez-y, monsieur. Bonsoir, Laurent Chamantin, enseignant-chercheur en géopolitique. Ma question est très simple, c'est une question de béotien. C'est pour ce qui concerne la suppression des quotas, quelle est la logique qui était derrière? Ça correspond à quelle stratégie? Quels sont les organes qui ont impulsé cette stratégie? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu des... Oui, allez-y, je vous en prie. Quel a été le coût des sanctions vers la Russie pour l'agriculture européenne? Et est-ce que l'on n'a pas créé un monstre agricole avec ces sanctions contre la Russie? Merci. Je vous en prie. On a beaucoup parlé du contexte économique international avec l'arrivée de nouveaux pays acteurs dans le secteur agricole qui tentent donc à fragiliser cette Europe agricole. Mais est-ce que face aux différents scandales liés à l'utilisation des pesticides dans l'agriculture des pays du Sud, donc hors Union européenne, à la mise en place de nouvelles normes alimentaires et environnementales, à la prise de conscience des différentes limites de l'agriculture intensive et la transition notamment en France, par exemple, vers une agriculture davantage biologique. Est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, le commerce équitable pourrait représenter dans le futur un levier de puissance justement pour l'Europe agricole et aider à consolider et renforcer cette PAC qui aujourd'hui est davantage pensée à la carte que de manière uniformisée? Merci. Une dernière question peut-être pour ce premier tour? Oui, je vous en prie, monsieur. Suite à l'évocation de tous les risques que vous avez évoqués les uns les autres, peut-on rappeler quels étaient les objectifs et plus concrètement les critères d'évaluation des différentes époques de la PAC? 6 critères il y a eu. Et quels critères en particulier au niveau France pour évaluer une évolution qu'on se souhaitait? Merci beaucoup. On reviendra vers vous dans un deuxième temps. Donc je note quatre questions. Celle de la suppression des quotas, une question extrêmement judicieuse et intéressante sur le coût. Alors ça va être compliqué de le chiffrer, mais en tout cas on va essayer de répondre à la question sur qu'est-ce qu'a créé ces sanctions et sur la Russie, la création d'un monstre, pourquoi pas, on va en discuter. Ensuite, la question du commerce équitable, de cette transition agroécologique que nombreux sont les gens à appeler de leur souhait. Et enfin, un regard un petit peu rétrospectif sur les objectifs de la PAC. Alors sur la question des quotas, je me tourne vers Jean-Marc Chaumet, vas-y. Alors, sur les quotas laitiers, l'idée était que la Commission et plusieurs pays prévoyaient une très forte hausse de la demande en produits laitiers dans le monde et que les quotas allaient freiner justement la production laitière européenne, donc les exportations européennes. Donc en gros, l'Europe n'aurait pas pu, sans les quotas, prendre sa part sur le marché mondial des produits laitiers. Il y avait notamment augmentation de la demande en produits laitiers, notamment en Asie, notamment en Chine, mais pas que. Et donc voilà, et notamment les pays du Nord, comme le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas, ont très fortement poussé à cette levée
des quotas laitiers en disant, voilà, nous on a un potentiel de production, on peut produire beaucoup plus, on exporte une grande partie de notre production laitière, donc on veut profiter de cette demande mondiale, donc il faut lever les quotas. Et donc c'est sur cette base d'anticipation de la hausse de la consommation de lait dans le monde que les quotas ont été levés. J'en profite, je ne sais pas si on passe au quota sucrier. Non, on va répondre sur peut-être les quotas sucriers. Rapidement sur les quotas sucriers. Justement, nous avions fait, l'Union européenne, l'objet d'une plainte à l'OMC de la part de l'Australie, du Brésil et de la Thaïlande. C'est pour ça que je vous en ai parlé au début, parce que les grands exportateurs, évidemment, cherchent à se prémunir de pratiques déloyales. Ils avaient estimé à l'époque que les quotas sucriers européens, en fait, contrairement au lait, je crois, on avait le droit de produire au-delà du quota. C'est-à-dire que le quota, c'était la limite sur laquelle portait le prix garanti, essentiellement pour la betterave. Mais on avait le droit de produire au-delà, à condition d'exporter sur le marché mondial sans aide. Et ces pays ont estimé que le prix garanti qu'on avait à l'intérieur de l'Union européenne nous permettait d'exporter, constitue une sorte de subvention croisée, si vous voulez. Donc on a été condamnés en 2005 et ça nous a obligés en 2006 à mettre en œuvre au niveau européen une réforme drastique avec une très très forte baisse des quotas et déjà des restructurations importantes. Et donc, effectivement, je pense un petit peu dans la même logique que pour le lait. À terme, il a été aussi, mais c'était aussi un petit peu idéologique, hein, c'était un petit peu la volonté de vouloir libéraliser le secteur. Et les instances qui ont décidé, parce que c'était votre question. Alors, je me souviens plus si c'était avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, parce que ça a été décidé en 2013. Oui, donc c'était encore en codécision, donc proposition de la Commission européenne, et codécision Conseil, donc les États membres qui décident ensemble, et Parlement européen. Alors, peut-être avant de répondre à la question sur le commerce équitable, on va parler de la Russie et de l'Ukraine, enfin si on peut, de la mer Noire. J'en profite pour vous signaler un chapitre dans le Déméter. Vous voyez, je l'ai ouvert pour réviser au cas où il faudrait donner quelques éléments de réponse, mais un chapitre qui porte sur ces questions, avec l'émergence d'un nouveau concurrent, alors qu'avant c'était un débouché. Peut-être, Jean-Marc, tu veux donner quelques éléments là-dessus ? Oui, non, l'idée, c'est que alors, le coût, c'est très difficile à calculer sur quelle base on va le faire. Ce qui est sûr, c'est que, notamment sur les produits laitiers, donc, la Russie a fermé ses frontières aux produits laitiers européens et la Russie a redynamisé sa politique laitière au point de redevenir autosuffisante. Donc, en fait, on a perdu un débouché. Sur les produits laitiers, c'est peut-être pas encore un concurrent, mais c'est sûr qu'on a perdu un débouché. Et je pense que cet embargo a aussi permis la redynamisation de toute la politique laitière, politique agricole russe, et ce qui fait que la Russie maintenant est devenue un premier exploitateur, je crois, de céréales ou de blé sur le marché mondial. Donc voilà, ces sanctions ont, je dirais, poussé la Russie dans ses retranchements, l'a poussé à redynamiser sa politique et visiblement a bien fonctionné, aussi bien sur le lait que sur les céréales. Après, du niveau européen, c'est sûr qu'on a souffert pendant un certain moment. Ensuite, on a retrouvé des débouchés, ce qui fait que nos exportations ont repris leur progression, le rythme de progression qu'elles avaient avant. Peut-être aussi préciser, je ne suis pas le meilleur pour le faire, mais si tu peux, la question du rouble qui a aussi joué en la faveur de... D'évaluation. Voilà, c'est ça. Oui, d'évaluation du rouble qui a aussi, bien sûr, boosté un petit les exportations, notamment de céréales russes. La Russie aujourd'hui joue un rôle important. Alors je le répète parce que c'est pour moi, je pense, quelque chose d'assez essentiel. Cette puissance agricole d'exporter dans des régions du monde qui sont extrêmement dépendants des importations. C'est un moyen aussi de stabiliser, de pacifier et donc d'établir des relations de dépendance ou de coopération. On verra comment est-ce qu'on peut les définir, mais l'Égypte, par exemple, qui est le premier importateur mondial de blé avec, si je ne me trompe pas loin de 11 millions de tonnes par an, une grande partie de ce blé vient de Russie, avec derrière aussi en sous-bassement les relations internationales dans la région. C'est le cas également pour l'Amérique du Sud, dans une partie du monde qui est en forte ébullition. Peut-être sur le commerce équitable, Perrine, tu veux donner quelques éléments de réponse ? Simplement, en fait, pour relier la question du commerce équitable, je la relierai aussi au développement de filières bio, de filières aussi de qualité d'origine.
effectivement, toutes ces stratégies qu'on peut qualifier d'économie de gamme, c'est-à-dire c'est une logique de compétitivité qu'on fonde sur une différenciation du produit, elles sont très pertinentes, elles sont soutenues d'une certaine manière par l'Union européenne dans le cadre de la revendication de la place, par exemple, de la reconnaissance des AOC au niveau international, donc de ce point de vue-là, et puis c'est soutenu aussi un peu par les budgets d'accompagnement au développement rural. Et il est évident que ces stratégies-là, elles jouent un rôle essentiel au maintien, à la performance des agricultures, en particulier dans les zones qui sont environnantes, les zones de montagne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit se reconfigurer un certain nombre de filières et des relations ville-campagne aussi autour de, je sais pas, l'approvisionnement de la restauration collective, par exemple. Et tout ça, c'est quand même très pertinent, notamment dans des contextes où l'agriculture, pour se maintenir, doit se différencier aussi. Et c'est vrai que ça ne se discute pas aux mêmes endroits et de la même manière que la question du sucre, la question du blé, où là, on se situe sur un niveau macroéconomique, géopolitique, au niveau des enjeux. Juste une réflexion qui me vient notamment en faisant le lien avec ce qu'on s'est dit avant sur la Russie. Alors c'est moins sur le commerce équitable que sur la question de la transition écologique et agroécologique, notamment en Europe. Il y a d'excellents travaux sur la question, et quand on les a récemment discutés au Club Déméter, on s'est encore interrogé sur pas sur l'importance de cette transition, mais sur les effets de concurrence avec des acteurs comme les acteurs russes ou ukrainiens qui se positionnent de plus en plus sur le marché du bio, du blé bio, et donc qui concurrencent directement, parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes ou les mêmes cahiers des charges, la production française. Donc cette question de la transition, elle se pose aussi à une échelle beaucoup plus macro, avec en disons en filigrane la question de la concurrence internationale et des marchés. Pascal, tu vas ajouter quelques mots peut-être Oui, je voulais... D'abord, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, là aussi, c'est une question de concurrence équitable aussi, comme la production. Et donc, il faut quand même qu'on s'assure que ce qu'on importe, au minimum, respecte les mêmes normes que celles qu'on a dans l'Union européenne, qui sont très élevées. Hein. On a des normes de qualité dans l'Union européenne qui sont parmi les plus élevées au monde. Ça, il faut quand même aussi le souligner. Mais je voulais rebondir sur la question de monsieur, sur les objectifs de la PAC, parce que c'est effectivement, il ne faudrait pas les perdre de vue complètement. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Parmi ces objectifs qui figurent dans le traité de Rome, il y a le revenu des agriculteurs. Je vais y revenir. Il y a l'accès pour le consommateur à aux denrées alimentaires à un prix raisonnable. Je crois que ça a été à peu près respecté. Il y a la stabilité des marchés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment perdu. Alors nous, effectivement, nos deux secteurs, en perdant les quotas, c'est clair. Et c'est vrai qu'on a plutôt importé la volatilité du marché mondial. Ça, c'est la conséquence de la libéralisation. Et ça, c'est vrai que ça va être un sujet pour la prochaine PAC sur lequel ça va être intéressant de travailler. Hein. Je le prends positivement. C'est qu'il faut trouver des réponses et pour s'adapter à cette volatilité. Perrine, est-ce que tu souhaites ajouter quelques mots sur la question des objectifs de la PAC, peut-être ? Alors, en fait, la PAC actuelle, pourquoi elle est quand même aujourd'hui, elle a gardé... C'est un compromis. C'est un compromis, et c'est un compromis entre l'ancienne PAC et ses enjeux à la fois d'augmentation de la production, de la productivité, et ses enjeux de maintien d'un revenu aux agriculteurs, enfin de garantir un revenu aux agriculteurs. Et puis, c'est un compromis aussi avec sa requalification autour, et notamment sa justification auprès de la société civile, autour des enjeux environnementaux et de rémunération des biens marchands. Et là, en fait, c'est vrai qu'au niveau européen, il y a tout un courant qu'on peut qualifier d'être libéral vert, qui a été quand même prédominant dans l'élaboration du compromis sur la PAC, où finalement la France a toujours poussé à ce qu'il y ait toujours plus de couplage, un peu de maintien d'intervention sur les marchés, etc. Puis
Les autres forces en présence étaient une position plus libérale verte, c'est de considérer que la puissance publique n'a pas à intervenir sur les marchés et finalement, elle vient simplement soutenir la production de biens non marchands par l'agriculture. Et donc c'est pour ça qu'on a eu ces aides directes découplées par hectare et soumises à une certaine conditionnalité, au respect de cahiers des charges, etc. Parce que finalement, ça fait partie des éléments de son compromis. Et puis il y a une troisième voie qui peut s'exprimer, qui est une voie qui peut être qualifiée parfois de citoyenne autour de l'agriculture, qui va privilégier la question de l'emploi et du développement des territoires. Et en fait, la politique agricole telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un compromis entre ces trois voies qui s'expriment de manière variable et qui ont aussi un poids stratégique différent, à la fois tant par rapport aux États membres, mais par rapport aux intérêts en jeu, les intérêts économiques, etc., etc. Donc, on est sur un compromis. Un compromis, c'est en partie imparfait. Et néanmoins, je pense que voilà, il y a aussi des effets bénéfiques. C'est pas la question, mais c'est la question aussi de l'outil et de comment on pense l'outil pour répondre à un certain nombre de questions. Et je pense que là, on est sur un outil qui ménage le compromis. Voilà. Merci Perrine. Avant de redonner la parole à l'audience et à l'amphithéâtre, je voulais juste rebondir une dernière fois sur la question que vous avez posée qui n'est toujours pas ma réponse n'est toujours pas sur le commerce équitable, pardon, mais sur la question des normes. On pourra peut-être y revenir dans la discussion, mais la manière aussi dont cette mondialisation à la chinoise peut être aussi un vecteur de normes et d'imposition de normes à la chinoise. Mais peut-être quelqu'un posera la question sur les nouvelles routes de la soie. Je préfère laisser la parole. Alors allez-y, monsieur, je vous en prie. J'ai aussi une chose à ajouter, c'est que la Russie, avec l'annonce de Poutine, c'est qu'elle voulait créer une filière de développement durable et de culture bio d'une superficie du Benelux en Russie. Donc on a poussé effectivement la Russie dans ses retranchements et on a créé effectivement un monstre. Oui, je pense que la Russie, comme vous dites, a exploité aussi les faiblesses de ses concurrents et nos faiblesses aussi. Allez-y, je vous en prie. Alors, bonsoir. Alors, j'aimerais vous poser une question sur la compatibilité entre l'Union européenne et l'écologie. Ça va un peu rebondir sur ce qui a été dit précédemment sur notamment la transition écologique. Donc, il se trouve que sur certains points, il me semble qu'il est difficile de parler d'Europe écologique. Et donc en effet, par rapport aux importations, par exemple, il y a un traité qui a été signé il n'y a pas longtemps avec le Mercosur, donc le traité de libre-échange avec cette alliance économique d'Amérique latine. Donc vous avez aussi parlé du Brésil, donc, qui est le principal pays agricole de ce traité, enfin de cette alliance pardon, du Mercosur, et qui n'a pas du tout les mêmes normes que l'Union européenne. Et concrètement, il risque d'y avoir du bœuf aux hormones brésilien, par exemple, qui vont arriver dans les assiettes des Français. Donc, première chose. Deuxième chose, le glyphosate, dont on a beaucoup parlé, a été renouvelé 5 ans par la Commission européenne. Et troisième exemple, il y a la question des néonicotinoïdes. Donc, c'est des insecticides qui sont utilisés dans l'agriculture qui sont notamment très néfastes aux abeilles. Et il se trouve que donc il y en a certains qui ont été supprimés par le Parlement européen, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas encore été interdits, alors que c'est très très dangereux pour la biodiversité. Donc pensez-vous qu'il y a une compatibilité entre l'Union européenne et l'écologie? Merci. Est-ce qu'on a encore une question? Allez-y, monsieur, je vous en prie. Oui, j'aurais une question très simple à poser aux différents intervenants. Il y a une question dans l'intitulé de la table ronde, et j'avoue que j'arrive pas à me faire une idée s'il y a déclin aux puissances. Donc si je pouvais avoir votre sentiment... Ça, c'est une excellente question de fin de table ronde qui va piéger mes compatriotes ici, donc c'est très très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question ici Non, très bien. Alors,
Qui souhaite répondre à... Je pense que la question du bio sur le blé russe, on en a discuté. Je vous invite vraiment à lire ce chapitre passionnant qui traite de cette question. Sur l'enjeu agricole, l'enjeu de la transition agroécologique et de la compatibilité entre l'environnement et la PAC, un sujet complexe. Perrine, Pascal, est-ce que vous voulez vous y risquer ? Alors, moi, simplement, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y ait incompatibilité entre l'Union européenne. L'Union européenne, ce sont des institutions et l'écologie. Enfin, la politique agricole. En fait, c'est des choix qui sont faits et qui sont... Alors, je sais pas, je vais prendre l'exemple du glyphosate. C'est un choix qui est fait, qui est aussi le produit d'un compromis entre des intérêts, un positionnement aussi dans la concurrence internationale, donc, et puis les représentations d'une société civile. Et c'est vrai que cet accord, il s'est négocié, il s'est discuté au Parlement, il s'est discuté entre les États membres. Et c'est vrai que, in fine, l'arbitrage qui a été pris, ça a été le choix de maintenir le glyphosate. La chose que je dirais, c'est que c'est important que ces questions-là puissent se discuter à une échelle européenne. Et c'est vrai que par rapport à ensuite la renationalisation du débat sur le glyphosate, je pense que là, une fois que l'enjeu et la décision elle est prise au niveau européen de rester et de maintenir le glyphosate, c'est important que la France ne s'isole pas par rapport aux autres pays de l'Union européenne dans les choix qu'elle va faire. Donc ça, je crois que c'est un enjeu. Après, je ne sais pas si vous auriez autre chose à ajouter, mais voilà, moi je voulais juste vous dire que c'est pas l'incompatibilité de l'Union européenne et de l'écologie, et que l'Union européenne c'est un organe politique. Justement, on va bientôt voter, donc c'est aussi l'expression en fait d'une parole des citoyens. Alors en 1 minute, en 180 ou 60 secondes, déclin ou puissance de l'Europe agricole, Pascal ? Je me lance. Non, mais ça a été dit j'ai été très aidée par un des premiers intervenants du début de l'après-midi qui a quand même rappelé, je ne sais plus, je crois que c'était la représentante de la Commission européenne en France, qui a quand même rappelé que l'Union européenne était le premier exportateur c'est toi, Jean-Marc, pardon, excuse-moi. Oui. Le premier exportateur de produits agricoles et agroalimentaires dans le monde. Voilà, donc c'est une réponse. Après, on peut vous paraître un petit peu... Évidemment, on vous parle des préoccupations qu'on a et des problèmes qu'on voit. On est le premier et on aimerait le rester. Ou on aimerait en tous les cas au moins rester à une place importante. Donc c'est plus des points de vigilance. Vous voyez, c'est des points sur lesquels il faut vraiment être vigilant. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on a été condamné à l'OMC. Donc nous, on ne comprendrait pas que quand des pays ont des politiques... on a le cas de la Thaïlande, qui a quand même, après nous avoir fait condamner, adopté un régime qui ressemblait très très fort au régime des quotas qu'on avait avant dans l'Union européenne. Vous voyez, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être vigilant et il ne faut pas être naïf. Et il faut être offensif. On a la chance d'avoir l'OMC, de pouvoir se défendre, encore quelques temps je l'espère, et il faut saisir ces opportunités, il faut que l'Union européenne nous défende, vraiment. Jean-Marc, tu veux dire quelques mots ? Oui, juste rapidement, ça a été dit, en termes d'exportation, on est le premier exportateur, on a un solde positif, donc si la puissance c'est exporter, on est relativement puissant, si la puissance c'est aussi être autosuffisant, si on solde commercial, on l'est. Maintenant, c'est est-ce qu'on va le rester ? Est-ce que les politiques qui vont arriver vont nous permettre de rester à ce niveau-là ? Je reprendrai juste, on a parlé des objectifs, je reprendrai les principes fondateurs de l'Union européenne appliqués à l'agriculture. Il y a 3 principes fondateurs, c'est le marché unique, ça on l'a gardé, la préférence communautaire, on a quand même relativement
fortement baissé nos droits de douane, même s'ils restent élevés sur certaines productions avec des contingents tarifaires comme la viande bovine. Mais enfin, voilà, on importe de plus en plus. Et la solidarité financière qui, avec le cofinancement et l'Europe à la carte, commence à disparaître. Donc est-ce qu'en oubliant les principes fondateurs qui ont fait l'Europe agricole la puissance qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'on va réussir à la rester? Voilà, c'est ma question. Et pour conclure sur une note optimiste, rappeler aussi les 3 forces de l'agriculture européenne aujourd'hui. C'est à la fois de la stabilité dans la production. Alors, on peut s'interroger sur la stabilité de la production en mer Noire de blé, mais c'est aussi la quantité. Et enfin la qualité, une qualité qui est recherchée dans de nombreux pays du monde qui n'ont pas la chance d'avoir une agriculture de qualité et qui se tournent de plus en plus vers les produits européens parce qu'on a des normes, parce qu'on a des exigences. Et enfin, le mot de la fin, c'est que sur ces forces-là, ces forces, elles se basent sur une diversité de modèles qu'il faut cultiver. Je pense qu'on l'a rappelé dans cette table ronde. Et il faut la cultiver en intégrant les agriculteurs qui, depuis 1962, ont quand même beaucoup changé leurs pratiques et qui sont prêts également à continuer à changer et à s'engager dans la transition, à condition qu'ils soient bien entendu accompagnés. Mais je remercie mes 3 comparses de ce soir et je vous remercie tous d'avoir assisté à cette table ronde et vous souhaite un bon festival de géopolitique.